L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, interdiction de la viande de brousse, une décision qui émane du constat de l'évolution de la variole du singe sur le territoire. Et puis au Kenya, des robots serveurs transforment le secteur de la gastronomie, une innovation plutôt efficace. Nous terminerons avec du sport dans cette édition de l'actualité. Les transports parisiens sont testés pour les Jeux paralympiques de Paris. Bonsoir à tous et bienvenue. Suite à la flambée du Mpox, aussi appelé la variole du singe, les autorités ivoiriennes interdisent la consommation de la viande de brousse sur tout le territoire. Cette mesure vise à réduire la propagation de la maladie et à protéger la santé publique. Des sanctions sont prévues pour les contrevenants. Les détails dans cet élément. Antilope, pangolin, rat, gibanaché ou vipère. Ces espèces animales, qu'elles soient en voie de disparition ou non, sont la cible de braconniers. Leur destination est un secret de polichinelle, les ménages et la restauration. Le gibier, communément appelé viande de brousse, est un méprisé des consommateurs. Malgré la fermeture de la chasse en Côte d'Ivoire, ces animaux sauvages, du moins leurs carcasses, foisonnent sur les étals des marchés, au vu et au su de tous. Si les consommateurs semblent apprécier la viande de brousse, elle est connue pour être l'une des sources de transmission de maladies, comme l'actuelle variole du singe, le contact avec les bêtes vivantes ou mortes pouvant entraîner la contamination, selon l'Institut national d'hygiène publique. Les services des eaux et forêts s'emploient à saisir les marchandises des contrevenants et à les incinérer. Ceux-ci encourent des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans, et risque des amendes de 5 à 100 millions de francs CFA. Mais face à la maladie, nul besoin de tomber sous le coup de la loi. Avec une trentaine de cas de variole du singe en Côte d'Ivoire et plus de 270 cas contacts, les mesures de prévention ne sont plus du seul ressort des autorités sanitaires et forestières. Mais elles impliquent l'adhésion de toute la population. Une approche plutôt citoyenne de cette crise sanitaire place le respect de la fermeture de la chasse et la défense de consommer le gibier comme un réflexe à adopter. Les contraintes occasionnées par le Covid-19 et ses effets sur les ménages et l'économie sont encore vives dans les mémoires. Toujours en Côte d'Ivoire, les entreprises de transport routier et les conducteurs de poids lourds d'Abidjan ont suivi une formation sur un nouveau système de gestion. Ce système innovant optimise la programmation et la coordination des départs et arrivées dans la zone portuaire. L'objectif est d'améliorer la fluidité de la circulation et l'efficacité des opérations portuaires. À l'issue d'une étude de faisabilité, une société américaine sort de son laboratoire une solution technologique de programmation et de coordination des flux de camions en partance et en provenance de la zone portuaire. La plateforme baptisée Intelix a pour vocation de décongestionner la zone portuaire. Aujourd'hui, un camion peut prendre une journée pour faire une seule opération dans la zone portuaire. Mais avec notre solution, on pourra permettre à ces camions de faire 2, 3, 4 rotations. Vous voyez déjà le gain en matière d'économie. Le lancement de cette phase pilote apparaît pour la tutelle et les entreprises de transport comme un moyen de réduire le temps de décharge des marchandises. En ce qui concerne le transport, nous pensons que ce projet va avoir un plus en termes de rentabilité, en termes de lutte contre toute forme de tracasserie et surtout en termes de perte de temps. Alors, lorsque vous avez gagné du temps, et que vous avez la mobilité plus facile, et que vous avez une vision claire dans la gestion de vos affaires à partir d'un projet qui favorise la fluidité, vous ne pouvez qu'être satisfait. C'est pour cela que nous remercions donc le gouvernement américain et le gouvernement ivoirien. Il s'agit donc pour nous de mettre en place une application pour faire donc un système d'appel pour permettre à des camions de se programmer en fonction donc des horaires indiqués, pour leur permettre de venir charger et décharger leurs marchandises qu'ils transportent. À l'occasion de cet atelier, il s'agit pour nous donc de passer la parole aux acteurs, donc les transporteurs, pour leur permettre de poser des questions et de s'inspirer donc de leurs expériences respectives pour enrichir le système et permettre qu'il soit opérationnel très rapidement. La mise en œuvre de ce projet technologique vient renforcer les engagements entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires commerciaux américains.
Nous avons introduit cette innovation pour encourager beaucoup plus d'efficacité avec les conducteurs et les transporteurs. Et c'était un plaisir aujourd'hui d'avoir l'occasion de parler avec eux directement et d'expliquer que les technologies américaines sont des technologies dynamiques qui répondent à leurs besoins. Financée par les États-Unis d'Amérique, cette nouvelle trouvaille est accessible et téléchargeable via Google et Play Store. Restons encore un peu dans la région ouest africaine. Au Nigeria, des inondations ont causé la mort d'au moins 6 personnes et laissé 10 000 individus sans abri. Les autorités luttent pour fournir une aide d'urgence aux victimes et gérer les dégâts. Notons également que d'autres régions du pays sont menacées par de fortes pluies et la montée des eaux du fleuve Niger et de la rivière Benoué. Au moins 6 personnes ont péri dans des inondations survenues dans le nord du Nigeria. 10 000 personnes se sont retrouvées sans abri dans 11 communautés. Les autorités de l'État d'Adamawa redoutent que les pluies diluviennes ne provoquent de nouvelles inondations en faisant sortir la rivière Benoué de son lit alors que la saison des pluies n'a pas encore atteint son apogée. En raison du changement climatique et de nombreux autres facteurs, les inondations sont arrivées plus tôt que prévu et ont pris de nombreux habitants au dépourvu. Nous avons constaté de très importants dégâts dans les habitations. Cela signifie que ces gens devront faire face aux éléments, au froid et au soleil. Le gouvernement de l'État a reconnu mercredi que les inondations n'étaient peut-être pas pires que les années précédentes, mais il a exhorté les habitants des zones basses le long de la rivière Benoué à se rendre dans l'un des 8 camps de déplacés internes mis en place en collaboration avec l'Agence nationale de gestion des urgences. Et puis à l'est de l'Afrique, au Kenya, à Nairobi, des robots serveurs révolutionnent le secteur de la restauration, offrant un service innovant et efficace. Cette avancée technologique change la donne sur la scène culinaire de la capitale kenyane. Dans une banlieue en pleine effervescence de Nairobi, une nouvelle expérience culinaire suscite l'enthousiasme, un restaurant où la technologie et la gastronomie fusionnent. Le robot café, premier du genre en Afrique de l'Est, fait appel à des robots pour assister le personnel. Gladys, serveuse, décrit l'influence de ses collègues androïdes Nadia et Claire sur la dynamique du restaurant. Nous sommes parfois très occupés, surtout le week-end. Et lorsque le restaurant est bondé, nous avons 10 serveurs et 3 robots. Ces robots sont nos collègues, ils ont des noms, ils nous aident à assurer le service et leur travail est parfait. Les clients commandent en ligne via un QR code et une fois la nourriture prête, un robot, après avoir reçu les instructions sur une tablette, la livre directement à leur table. Séduits par cette innovation, les visiteurs affluent pour découvrir cette nouvelle manière de se restaurer. Je peux dire que c'est quelque chose d'unique au Kenya. Je n'ai jamais vu de restaurant comme celui-ci. Honnêtement, je pense que c'est une excellente idée de la part du propriétaire de cet établissement. L'introduction des robots soulève cependant des interrogations sur leur impact potentiel sur l'emploi, notamment dans un pays où le chômage des jeunes reste un défi. John Kariuki, le manager du café, reste rassurant sur l'équilibre entre technologie et emploi humain. Les robots ne peuvent pas fonctionner pleinement dans tous les aspects du service sans l'intervention humaine. Nous pensons que les clients méritent d'accéder à la technologie disponible dans les pays développés. Il faut découvrir des expériences nouvelles. Nous avons donc intégré ces robots principalement pour le divertissement. C'est ce que veulent nos clients. Pour lui, les robots ne remplacent pas les humains, ils symbolisent un avenir où innovation et tradition coexistent harmonieusement. Les serveurs robots sont déjà en service dans des pays comme la Chine, le Japon ou encore les États-Unis. Après un pacte avec la Mauritanie, l'Espagne signe des accords avec la Gambie pour lutter contre l'immigration illégale vers les îles Canaries. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a proposé des alternatives de migration légale et sécurisée aux Gambiens. Les détails dans ce reportage. Après le pacte conclu avec la Mauritanie, l'Espagne a réussi à signer une série d'accords de partenariat avec la Gambie pour contrôler l'immigration illégale vers les îles Canaries. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez propose aux Gambiens des alternatives de migration légales et sûres.
Je suis un fervent défenseur de l'immigration régulière. Elle ouvre des perspectives de prospérité, de développement économique et culturel. Elle est bénéfique à la fois pour le pays d'origine et pour le pays d'accueil. L'immigration régulière est d'autant plus importante qu'elle représente une opportunité de formation, d'acquisition d'expérience pour ces personnes, afin qu'elles puissent continuer à évoluer pleinement au sein de leur société, ici, dans leur pays d'origine. La visite de Sanchez en Gambie fait partie d'une tournée de 3 jours en Afrique de l'Ouest, au cours de laquelle il espère renforcer les relations bilatérales avec la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal, principaux points de départ des migrants qui tentent d'atteindre les îles Canaries, où, selon le ministère espagnol de l'Intérieur, plus de 22 000 personnes sont arrivées depuis janvier. De l'autre côté du globe, l'ONU lance une alerte concernant la sécurité des installations nucléaires en Ukraine et en Russie, soulignant les risques accrus en raison des tensions actuelles. L'organisation appelle à des mesures urgentes pour prévenir tout incident nucléaire. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme sur la sécurité nucléaire en Ukraine et en Russie, après que l'Agence internationale de l'énergie atomique a signalé des activités militaires à proximité des centrales de Zaporizhzhia et de Kursk. The International Atomic Energy Agency, IAEA, reported deterioration of the nuclear safety situation at Ukraine's Zaporizhzhia nuclear power plant. Concerns are also rising over nuclear safety and security in the Kursk region of the Russian Federation. La Russie intensifie ses attaques en Ukraine depuis le début de la semaine. Mardi, les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir abattu 5 missiles et 60 drones durant une attaque russe massive qui a fait plusieurs victimes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que la situation près de Pokrovsk et d'autres zones de la région de Donetsk reste extrêmement difficile car c'est là que se concentre le gros des forces russes. Il appelle une nouvelle fois les alliés de l'Ukraine à lever les restrictions sur l'utilisation des armes à longue portée. Du sport, pour refermer ce journal, nous lisions titre à l'occasion des Jeux paralympiques de France. La ville de Paris teste ses transports pour garantir leur accessibilité et leur efficacité. L'objectif est de s'assurer que les infrastructures répondent aux besoins des athlètes et des spectateurs. Se déplacer dans Paris est un véritable défi pour une personne en fauteuil roulant. Bien que la capitale française ait promis d'améliorer l'accessibilité à l'occasion des Jeux paralympiques, le réseau de transport public de la ville reste très compliqué à parcourir pour les personnes à mobilité réduite. Nous avons voyagé dans le RER avec Franck Maille, représentant de AFP France Handicap, une association qui lutte pour le bien-être des personnes handicapées dans la société. Là, vous allez voir, il y a un ascenseur, on va descendre à l'accueil. Et là, ça s'arrête d'autonomie pour moi. Pour que Franck puisse monter dans l'un de ces trains, il faut qu'il attende qu'un agent l'accompagne et qu'il sorte une rampe spéciale. Il va y avoir quelques ratés, pas plus tard qu'hier, où la personne m'a oublié. Souvent, une personne en fauteuil roulant qui se déplace dans le métro se fait couper la route par des passagers pressés. C'est une fatigue physique et psychologique, quoi. Physique parce que on fait des kilomètres dans les couloirs, et psychologique parce qu'il faut faire attention à tout le monde, à plein de choses. Vous avez vu tout à l'heure la foule, le monde, le flux, tout ça. À Paris, le métro reste donc pour l'heure le moyen de transport le plus chaotique pour une personne handicapée moteur. Inaugurée en 1900, la ligne 1 qui traverse la capitale française d'est en ouest est une des seules qui soit entièrement accessible. Mais là aussi, les problèmes surviennent très vite dès que vous êtes dans une chaise roulante. Donc là, regardez, là, voilà, je fais pas de roue arrière, je fais rien. L'amélioration de l'accessibilité était l'une des principales promesses des organisateurs des Jeux Olympiques de Paris, surnommés les Jeux pour tous. Pas les Jeux pour tous, on essaie d'améliorer, oui, ça, je crois qu'il y a une volonté quelque part de vouloir faire et de bien faire, mais est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on demande, ce qu'il faut, c'est demander conseil à des personnes concernées. Lors de la dernière étape du voyage en bus, également annoncé comme 100% accessible, Franck rencontre d'autres problèmes. En raison des Jeux Olympiques, de nombreuses lignes de bus ont été déviées,
Tous les arrêts ne sont pas équipés d'une rampe d'accès et lorsque c'est le cas, Franck doit toujours demander de l'aide pour être poussé vers le haut. Ce trajet prendrait environ 1h30 à une personne non handicapée. Pour Franck, il a duré plus de 3 heures. La ville de Paris, qui a certes fait des efforts avec l'arrivée des Jeux, reconnaît qu'il faut faire davantage en matière d'accessibilité. On a aussi désormais, grâce aux Jeux, 1000 taxis qui sont accessibles aux UFR, donc aux personnes qui sont en fauteuil roulant, et ça, c'est des vraies avancées. Pour autant, il y a encore du travail à effectuer. Je pense notamment à l'accessibilité du métro, où nous avons porté, avec des associations de personnes en situation de handicap, un gros plaidoyer pour demander la mise en accessibilité partielle du métro. On sait que l'accessibilité totale est quasi impossible dans une ville comme Paris. Pour autant, je pense qu'on peut travailler de façon intelligente à un bon maillage territorial pour permettre aussi cette accessibilité du métro. Des activistes comme Franck Maillard espèrent que ces Jeux serviront de catalyseur pour le lancement de travaux d'ampleur destinés à rendre la vie plus simple pour les quelques 12 millions de personnes vivant avec un handicap en France. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Georges Beniakou avec Laetitia Beaulieu au cadrage. Très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.